Merci Bernard, merci Rodolphe, Joël, Nicolas qui êtes là-bas en cabine de projo. Je sais que ça a été un peu compliqué. En fait, oui, c'était une semaine effectivement un petit peu difficile parce tout simplement d'essayer de se reconcentrer en fait sur un sujet tout simplement, et en l'occurrence Martin Scorsese, aussi intéressant soit-il. Et donc, vous pardonnerez peut-être par moment la dimension un peu pointilliste ou alors fragmentaire de mon intervention. Et j'ai même quelques passages, quelques moments d'intervention qui sont écrits, ce qui m'arrive jamais. Je ne sais pas si je vais tenir, en tout cas arriver à le faire, parce que généralement je m'ennuie quand je lis mes propres textes. Mais voilà. Alors effectivement, la commande de Bernard, alors je l'ai respectée en partie. Parce qu'il m'a dit pas les années 70, j'étais extrêmement content évidemment de sortir de cette nasse formidable, mais quand même. Et en même temps, je me suis très vite quand même rendu compte, et je le savais, que le Scorsese qui jusqu'à il y a un mois m'intéressait le plus, c'était quand même celui des années 70. Ou pour être plus précis, le Scorsese qui, on pourrait dire, débute au tout début des années 70 avec Who's Knocking at My Door, Mean Streets, jusqu'à Casino, qui me semble-t-il boucle en tout cas une première partie d'un premier cycle de l'œuvre de Scorsese. Alors tout dépend évidemment de ce qu'on décide, ce qu'on met dans ce cycle, et pourquoi on pourrait dire les débuts de Scorsese jusqu'à Casino et Casino jusqu'à aujourd'hui forment deux cycles distincts ou différents. Et je vais essayer de l'aborder un petit peu ce soir. Et d'autant plus que ces deux cycles me semblent intéressants parce que ils recoupent quelque chose qui moi m'a toujours intéressé, qui est évidemment on pourrait dire la question de pour le dire vite et de façon un peu imprécise, mais je reviendrai après, la question de la vitesse, la question de la violence, la question en gros de l'énergie, qui évidemment est quelque chose qui est au cœur du cinéma américain dit des années 70, et auquel d'ailleurs Martin Scorsese appartient. Alors j'essaierai, si j'ai le temps pendant l'intervention, de me poser la question du rapport de Scorsese aux 70s, et au fameux Nouvel Hollywood. Est-ce que Martin Scorsese appartient pleinement au Nouvel Hollywood? S'il appartient, comment? Est-ce qu'il y a une part de lui qui malgré tout n'y appartient pas? Et est-ce que cette part de lui qui n'y appartient pas expliquerait le fait qu'il a été un des rares à survivre à la fin de cette décennie? Bon. Là ça fait très peur, on dit le pauvre Martin Scorsese. Oui, je pense qu'il y a quelque chose, à mon avis, en lui, alors on pourrait dire à son corps défendant ou non, j'y reviendrai, qui explique sa survie, sa pérennité, et même encore aujourd'hui son succès. Le fait que c'est encore un cinéaste, un des rares cinéastes issus de cette période-là, qui arrive à trouver des budgets importants, à tourner avec des stars à l'intérieur de studios, faire plutôt des grosses machines, ce qui n'est pas le cas de beaucoup des cinéastes de sa propre génération, si on met de côté George Lucas et son 45e Star Wars, ou alors Steven Spielberg. Mais quand on voit ce qui est advenu à des gens comme Coppola, Friedkin ou d'autres, on voit bien que le cas de Scorsese est quand même à part. Alors, je reviendrai sur cette question donc rétrospectivement, c'est-à-dire que le fait de travailler sur le Scorsese post-95, c'est-à-dire sur le Scorsese post-Casino, finalement m'a fait revoir, réévaluer ou comprendre sous un jour nouveau le Scorsese des années 70 et peut-être l'éclairer un petit peu mieux. C'est pour ça qu'en dépit du contrat tacite passé avec Bernard, que j'ai tenté de respecter évidemment, vous l'imaginez, au maximum, il y a 2-3 moments, vous verrez, je serai contraint d'en passer par les années 70 et en l'occurrence, évidemment, Taxi Driver. Je passerai un court extrait de Taxi Driver. Donc l'autre point que je voudrais dire en introduction, une introduction qui déjà s'éternise, c'est que la question de l'énergie qui me semblait caractéristique du cinéma, en tout cas de l'énergie problématique du cinéma américain des années 70, cette idée étant grosso modo que le rapport entre la quantité d'énergie qu'on possède et le nombre d'actions qu'on peut exécuter est totalement désaccordé, ce qui fait que comme je n'ai plus d'action à produire, évidemment je dépense de l'énergie dans le vide pour rien, mais la dépense se justifie, si vous voulez, ce qui explique la violence, un sentiment même par moments de violence irrationnelle, qui déborde le cadre, on pourrait dire classique du récit, à l'opposé d'un récit classique qui, lui, arriverait à articuler une énergie qui serait beaucoup plus en rapport avec l'action. Autrement dit, pour accomplir telle action, il me faut telle énergie. Une fois que cette action est accomplie, l'énergie n'est plus, j'en cherche une autre, et j'avance comme ça dans le récit, d'un point A à un point B. Dans le cas de Martin Scorsese, il me semble que les films qu'il réalise dans les années 70 sont encore comptables de cette logique énergétique, si on veut dire. En l'occurrence Taxi Driver, tout le monde a en tête le final évidemment de Taxi Driver,
Je reviendrai parce que je pense sur ce film qui est d'ailleurs autant un film de Scorsese que de Paul Schrader. La question évidemment de l'énergie est absolument capitale, mais on le trouve aussi dans Boxcar Bertha, film de commande que Martin Scorsese réalise pour Roger Corman. Vous avez, j'imagine, tous vu. Vous avez, j'imagine, vu tous les films de Martin Scorsese à ce stade de l'expo, non? Et Mean Streets aussi, etc. Autrement dit, dans les années 70, Scorsese est encore dans cette espèce de logique énergétique de la période, et de ce point de vue-là, les autres on verra ensuite, mais de ce point de vue-là, il appartient, on pourrait dire, pleinement au Nouvel Hollywood, c'est-à-dire qu'il partage avec cette décennie-là, quelles que soient évidemment les singularités autoristes des uns et des autres, chacun a ses obsessions, ses thèmes, son type de mise en scène ou autre. Il y a aussi, d'un point de vue, on pourrait dire, diachronique et transversal, des points communs entre ces cinéastes-là, et Martin Scorsese les partage absolument. Il me semble, si vous voulez, qu'à partir du milieu des années 80, grosso modo After Hours, et jusqu'à Casino, les films de Scorsese restent encore comptables de cette logique-là. On est en queue de comète de cette dépense énergétique, mais on est encore comptable de ça. À partir de Casino, quand je vais me concentrer sur quelques films en particulier, je vais donc malheureusement pas tous pouvoir les aborder, mais je pense à un film évidemment comme Casino, à un film comme Aviator, qui est un film plutôt mal aimé d'ailleurs dans la carrière de Martin Scorsese, et qui finalement, après multiples revisions, me semble détenir, et là je mets la question critique, qualitative de côté, mais me semble détenir en tout cas une clé secrète du cinéma de Martin Scorsese. En tout cas, c'est aussi, je pense que pour comprendre pleinement le cinéma de Scorsese et son évolution, l'étape, la pierre Aviator est absolument capitale. Je vous parlerai aussi d'À tombeau ouvert, autre film mal aimé. Vous voyez, j'ai choisi plutôt des films qui n'ont pas vraiment la cote, ou très peu auprès des critiques. À tombeau ouvert étant peut-être d'ailleurs le Calimero de la filmographie de Martin Scorsese, Bringing Out the Z en 1999, en 2000. Et c'est aussi un film qui va m'intéresser, et en l'occurrence dans son rapport avec Taxi Driver évidemment, puisque qu'est-ce qui ressemble et qu'est-ce qui dissemble entre Taxi Driver et À tombeau ouvert, et partant de là, peut-être qu'on peut voir aussi ce qui a changé chez Martin Scorsese, comment ses propres préoccupations, sa propre mise en scène a évolué. Et je terminerai avec Les Affranchis bien sûr, et Le Loup de Wall Street, qui me semble être pour le coup un point d'acmé absolument passionnant et d'impasse en même temps, je crois, du cinéma de Martin Scorsese. C'est-à-dire qu'il y a un moment où moi il me semble que le cinéma de Martin Scorsese est obsédé finalement, et ça il le découvrira au fil des décennies, par la question du vide, par la question du rien, tout simplement. Et il y a beaucoup de cinéastes, de grands cinéastes, qui sont obsédés par la question du rien. La question, c'est comment on y accède, qu'est-ce qu'on met dedans, qu'est-ce qu'on a autour. Le rien, c'est pas la nullité, c'est le rien, le vide, l'absence pure et dure, si vous voulez. Et il me semble que Le Loup de Wall Street est peut-être un des films les plus, sans doute un des moins aimables et un des plus impressionnants que j'ai eu l'occasion de voir au cours de ces dernières années sur cette question du vide et du rien. Voilà. Alors j'avais noté pourquoi la vitesse trompeuse, on verra pourquoi elle est trompeuse. En même temps, est-ce qu'il y a des vitesses qui disent la vérité? Ça, j'en sais rien. Donc je pense que toute vitesse est trompeuse, d'une façon. Mais bon. Ce qui est assez intéressant quand on s'intéresse à Martin Scorsese et qu'on voit ses films, et je dirais même de loin, quand on lit les critiques qui sont consacrées à ses films, on se rend compte qu'il y a des motifs, il y a même des traits qu'on retrouve à peu près en permanence. Et d'ailleurs, je me suis même permis de reprendre 3-4 lignes du texte de Serge Toubiana en présentation de l'exposition Martin Scorsese, parce qu'il me semble contenir, on pourrait dire, tous les items, les clichés au sens strict du terme, de l'approche qu'on a de Martin Scorsese dès qu'il s'agit de parler de la vitesse. Alors, on connaît, donc ce qui est évidemment fabuleux avec Martin Scorsese, c'est que non seulement ces films vont vite, les personnages vont vite, les mouvements sont rapides, la mise en scène semble aller vite, et même le personnage va vite. Martin Scorsese va vite, il ne perd pas de temps, il va extrêmement vite. C'est un des rares cinéastes américains, à moins d'être parfaitement anglophone, dont on peut par moment ne pas comprendre certains mots. Tout va vite chez Martin Scorsese, il tourne extrêmement vite. Aujourd'hui, il a 2 films en préparation, l'un est quasi fini, l'autre est déjà en pré-production. Donc il y a quand même une sorte de, on pourrait dire, de frénésie absolument phénoménale chez Martin Scorsese, qui tourne aussi bien, on pourrait dire, ses films, ses récits, ses personnages, le contenu même de ses films, que la personne de Martin Scorsese elle-même. Et donc Serge Toubiana, dans ce texte d'introduction du catalogue, enfin du programme de Cinémathèque, dit « Il y a dans l'œuvre de Scorsese une vitesse proprement hallucinante du récit qui redouble un sens inné de l'espace. L'un ne va pas sans l'autre.
Les personnages se meuvent à une vitesse foudroyante, comme s'ils voulaient rattraper la voix off qui les guide et les surplombe. C'est le point le plus caractéristique, dit Serge Toubiana, du cinéma de Scorsese, cette vitesse du récit, cette manière de mettre les personnages sur une sorte de grand 8 qui les précipite vers leur fin tragique, plaisir du vertige, jouissance de la vitesse, mise à l'épreuve du temps. Bon, on reviendra sur la mise à l'épreuve du temps. Scorsese a souvent du génie lorsqu'il parvient à faire coexister dans ses films l'espace réel des personnages et l'espace mental, en proie à une sorte de descente aux enfers incontrôlable et frénétique sur laquelle ils n'ont plus prise. Bon. Là, on a à peu près, je dirais, le discours médian qui concerne les films de Martin Scorsese. La vitesse, la frénésie, des gens qui vont vite. Et on a tous en tête des séquences, des personnages qui se déplacent rapidement, des ouvertures, je pense à l'ouverture de Casino par exemple, à celle des Affranchis. Vous avez tous en tête des films qui vont vite, même si en y réfléchissant de façon un peu précise, certains films ne vont pas vite. Taxi Driver n'est pas un film qui va vite du tout, pour ceux qui l'ont encore en tête. Boxcar Bertha est un film qui ne va pas très vite au début. Alice n'habite plus ici non plus. Mais le sentiment général du cinéma de Martin Scorsese, c'est qu'il va vite. Alors, je voudrais mettre en regard de ce propos de Serge Toubiana une citation de Paul Valéry, on pourrait dire à partir de laquelle tout ce que je vais raconter maintenant va sortir. C'est dans Monsieur Test en 1926. Et voilà ce qu'écrit Paul Valéry. Et il fait l'expérience dans ce texte de cette déformation de la visibilité engendrée par la vitesse. Parce qu'évidemment, la vitesse a des conséquences. Et il dit « Le train filait toujours, rejetant violemment peupliers, vaches, hangars et toutes choses terrestres, comme s'il avait soif, comme s'il courait à la pensée pure ou vers quelque étoile à rejoindre. Quel but suprême peut exiger un ravissement si brutal et un renvoi si vif de paysage à tous les diables ?» Alors la question que je vais me poser ce soir, en fait, elle est quelle est cet indiscernable du cinéma de Martin Scorsese. Quel est ce point, ce paysage, cet à côté, et plus précisément cette transversalité que les films de Scorsese, épris de vitesse, cherchent à fuir ou à rejeter hors champ. C'est exactement ce qui va m'intéresser. C'est-à-dire que il me semble que, on pourrait dire, de la fin des années 70, passant par des films comme La valse des pantins, un peu, After Hours, bien sûr, beaucoup Les Affranchis et Casino, et les différents films qui feront par la suite, Aviator, Loup de Wall Street, il me semble qu'il y a une évolution chez Martin Scorsese de cette question de la vitesse, et cette question de la vitesse, on pourrait presque la résumer par le fait que cette vitesse, dans un premier temps, elle va de pair, elle va produire une communauté. Chez Martin Scorsese, il y a, vous connaissez l'importance de la communauté, j'y reviendrai, une famille, un groupe, une entité, de gens plutôt homogènes, jusqu'à l'horreur, jusqu'à l'effroi d'ailleurs. L'horreur de la communauté scorsésienne, c'est qu'à la fin, tout le monde se ressemble. Mais cette vitesse va d'abord produire une communauté, et peu à peu, elle va produire l'oubli, la disparition du monde extérieur. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup chez Martin Scorsese, c'est pour ça qu'Aviator, à mon avis, est, me semble-t-il, un des films les plus importants de ce point de vue-là qu'il ait réalisé, c'est que la vitesse, elle est un moyen, on pourrait dire, de fabriquer une communauté, elle est un moyen de réussir, elle est un moyen d'ascension sociale, elle est un moyen, dans un premier temps, la première partie de la filmo Scorsese, de satisfaire un hubris, c'est vrai dans Casino, Les Affranchis, etc. Et au fur et à mesure, on se rend compte que chez Scorsese, cette vitesse-là conservera ce moyen, pourquoi pas, d'alimenter ou de satisfaire un hubris, mais elle va devenir peu à peu une fin en soi et une façon, me semble-t-il, et c'est ça qui, moi, à la fois me semble remarquable et me pose problème, et une des raisons pour lesquelles je pense que le rapport de Scorsese au Nouvel Hollywood est un peu compliqué, c'est que je pense qu'au bout d'un moment, la vitesse chez Martin Scorsese a pour fonction l'effacement et la disparition, tout simplement, du monde autour des personnages. Dans un premier temps, la vitesse, elle sert à conquérir un monde. Elle sert à l'initiation, elle sert à en prendre possession. C'est tous les films, grosso modo, les films de communauté, les films de mafia, qu'il a réalisés. Et à un moment, on pourrait dire au tournant des années 2000, la vitesse chez Martin Scorsese va avoir une autre fonction. Elle va se mettre à procéder, on pourrait dire, à la liquidation du monde extérieur. Et ce que dit Paul Valéry, c'est tout à fait juste. Il y a vitesse et vitesse. Il y a la vitesse qui nous permet... Je citerai un peu plus tard des propos de Paul Virgule là-dessus qui sont assez fascinants. Il y a la vitesse qui permet encore de maintenir, on pourrait dire, une vision latérale. J'avance, mais l'avancée ne m'empêche pas de regarder sur les côtés, de voir ce qui s'y passe, de voir des gens qui y sont, tout simplement de faire participer latéralement les gens qui sont autour de moi à ma propre progression. Autrement dit, on peut avancer avec évidemment un horizon, un but, une visée,
hein, une butée si vous voulez, c'est le point de fascination de la personne qui avance, et en même temps, il y a une possibilité de voir ce qui se passe sur les côtés, de voir les paysages, de voir les individus, de voir les gens. Et il y a un moment chez Martin Scorsese où la vitesse va acquérir, on pourrait dire, un tel degré de célérité, si vous voulez, que cette attention aux gens, à ce qui est autour, et pour le dire vite, hein, cette attention au peuple, cette attention à la société, et donc cette attention à la politique, elle disparaît totalement. Je pense que Aviator et le Loup de Wall Street, le Loup de Wall Street est un grand film sur la liquidation absolue du peuple et de la politique. Or, vous savez que quand Martin Scorsese étant chrétien, je vous promets que c'est la seule fois où je ferai référence à toute cette iconographie, ces motifs chrétiens. Je pense que tout le monde en a tellement lu et en long et en large. Donc, mais le problème de Martin Scorsese, le chrétien, c'est que ce qu'on met de côté, hein, ce qu'on veut faire disparaître, ce qu'on veut oublier, ce qu'on veut ne pas voir, il y a un moment, il fait toujours retour. Et j'essaierai de vous montrer à travers 2-3 extraits que beaucoup des films de Scorsese se terminent exactement de la même manière, par cette espèce de retour, un drôle de retour d'ailleurs fantasmatique de tout ce que le film a tenté de liquider pendant 2 heures ou 2 heures et demie. Alors, je vois que le temps passe, et c'est le moment de passer donc un premier extrait, qui est l'extrait numéro 8, pour vous en cabine, qui est donc un extrait tiré d'Aviator, film que réalise Martin Scorsese en 2004, et qui raconte donc, vous savez, une partie de la vie de Howard Hughes, à la fois cet industriel, ce producteur, cet inventeur, cet homme à femme, voilà, cette espèce de figure absolument totémique et globale, hein, de ce qu'a été, on pourrait dire, l'Amérique et le cinéma américain dans les années 30 et dans les années 40, à un moment de progrès technologique important, si vous voulez. Donc, Martin Scorsese réalise en 2004 Aviator. Je précise, j'y reviendrai. Pardon Bernard, mais Michael Mann s'est intéressé à Aviator. C'est même lui qui aurait dû le réaliser. Et au dernier moment, donc il a travaillé sur le scénario du film. Et au dernier moment, il l'a confié à Martin Scorsese. J'y reviendrai parce qu'il me semble que dans cette espèce de rapport à la vitesse, à la liquidation du peuple, à l'inquiétude que produit la vitesse, à l'analyse politique qu'on peut en faire, il y a des liens, qui sont d'ailleurs souvent des désaccords, mais à partir d'un même point, entre Mann et Scorsese, qui me semblent extrêmement intéressants. Donc là, on va regarder donc ce premier extrait d'Aviator 2004, et c'est un extrait qui est situé plutôt au début du film. Rumors coming from a lonely airstrip out in Van Nuys. Sources whisper that young Texas industrialist Howard Hughes just won't stop pouring money into his war epic. And we mean epic. 137 pilots, 87 airplanes, 35 cameramen, 2,000 extras. How long will it be before this picture ends up costing as much as the real war? Why the hell do they look so slow? This isn't what it was like up there. They look like a bunch of goddamn models. Alors, l'idée que je vais essayer de développer, en fait, elle est contenue, en tout cas son principe est contenu dans cet extrait. Et en fait, ça pourrait presque ressembler à une sorte de théorème que j'essaie de déplier en 3 points. Le premier point, c'est que chez Scorsese, et c'est un paradoxe apparent, on va vite, mais pour ne pas bouger. Le deuxième point, c'est qu'on ne veut pas bouger parce qu'on veut rester sur place. Mais sur place, c'est quoi? Sur place, c'est sa famille, son milieu, son univers, souvent un univers d'ailleurs fermé, et un univers clos. Et si on ne bouge pas, le risque évidemment, c'est que le monde bouge autour. Donc pour rester sur place, il faut que, à minima, j'accompagne le mouvement du monde autour de moi. Alors cette communauté, évidemment, à l'intérieur de laquelle il s'agit de rester, et à bonne vitesse, c'est extrêmement important évidemment, parce que généralement quand on n'a pas la bonne vitesse, soit en gros on devient fou ou on meurt. Il n'y a pas de 36 modalités de la vitesse chez Martin Scorsese. Ceux qui vont trop vite se prennent les pieds dans le tapis, c'est le fameux hubris de ces personnages, Ace Rostin dans Casino par exemple, Jordan Belfort dans Le Loup de Wall Street, Henry Hill, enfin la plupart des personnages
qui ont voulu réussir, hein, et souvent d'ailleurs des films liés à des mondes mafieux, j'inclus là-dedans les loups de Wall Street. Ou alors on a effectivement l'arrêt chez Martin Scorsese, c'est la mort. Hein, ceux qui s'arrêtent meurent. Alors cette communauté, soit elle existe déjà, alors elle peut préexister, c'est le cas de la famille, du quartier. Hein, j'imagine Bernard Benelli a dû beaucoup parler, hein, du quartier de Martin Scorsese, de ce quartier de Little Italy, de cette espèce de monade qui d'ailleurs restera toujours la monade de Martin Scorsese. C'est on pourrait dire la cellule de base de cette communauté scorsésienne s'appelle Little Italy, ou bien que ce soit une entreprise du CAC 40, ou bien que ce soit le monde des casinos, le principe est toujours le même. Hein, le principe étant de construire une communauté, de la fabriquer, d'y appartenir, on pourrait dire de la formater, de la contrôler intégralement, Casino étant peut-être d'ailleurs le film dans lequel ce principe-là de la petite communauté, de ce Little Italy venu de très très loin, et de l'enfance même et de la vie même de Scorsese, au fond, le casino de Las Vegas n'est pas différent de la petite salle de jeu ou le petit bar de Little Italy. Hein, évidemment, les choses ont évolué. On est passé, vous connaissez cette idée de la trilogie de la mafia chez Martin Scorsese, cette idée qu'entre Mean Streets, c'est l'affranchi et Casino, les principes sont les mêmes, mais on pourrait dire le lumpenprolétariat est devenu cadre moyen dans de l'affranchi pour devenir patron, grand patron d'entreprise dans Casino. Mais la même logique, évidemment, est à l'œuvre. Et donc, premier point, donc Scorsese, hein, on va vite pour ne pas bouger. Deuxième point, on ne veut pas bouger parce qu'on veut rester sur place. Et le troisième point, c'est pour la raison pour laquelle on doit rester dans le milieu, dans cette communauté, parce qu'en fait, alors on peut dire oui, parce qu'on s'y sent bien, oui, d'accord. Mais c'est parce que ce qu'il y a hors de cette communauté, et moi ça c'est quelque chose qui me semble absolument capital chez Martin Scorsese, et d'ailleurs je pense même que c'est le moteur, presque le carburant de son cinéma, hein, parce que ce qu'il y a hors champ, hein, ce qu'il y a de l'autre côté de la communauté, de l'autre côté de ses frontières, communauté pouvant être entendue aussi bien comme une entreprise, que comme un casino, que comme une famille, un groupe de familles, enfin peu importe, ce qu'il y a de l'autre côté de la communauté qu'on a élie, qu'on s'est choisi, à l'intérieur de laquelle on vit, et à l'intérieur de laquelle on se développe, hein, on tente de se développer, c'est que tout ce qu'il y a de l'autre côté, en fait, est totalement anxiogène. Autrement dit, on pourrait presque dire que ce qui est de l'autre côté de la communauté chez Martin Scorsese, pour faire un peu court, j'essaierai évidemment d'y revenir, en gros, c'est la réalité. C'est-à-dire que ce qui est assez fascinant quand on voit les films de Martin Scorsese, c'est de se rendre compte qu'on a la plupart du temps des personnages, c'est quelque chose qui me semble s'est accru au cours de ces 15 dernières années, on a des personnages qui fabriquent, on pourrait dire, des mondes de substitution au monde tel qu'il est. La communauté, elle sert évidemment à se sentir bien, encore une fois, à se développer, à avoir confiance. Et on sait la réversibilité de la confiance, hein. Vous avez tous vu Les Affranchis, évidemment. Elle sert à ça, la communauté, d'une façon. Mais elle sert, me semble-t-il, beaucoup plus à produire, à être une sorte d'écran de monde de substitution à un monde qui, tel qu'il est, et ce monde-là, c'est, on pourrait dire, la société, hein, la société telle qu'elle existe, hein, qui pénètre très difficilement dans les interstices des films de Martin Scorsese. À titre personnel, un des problèmes que j'ai souvent eu à l'égard des films de Scorsese, c'est que je ne voyais pas la façon dont il articulait, et je ne voyais pas parce qu'il n'articulait pas d'ailleurs, et que ça c'est un sujet, le fait qu'il décide de ne jamais articuler ces communautés, son petit monde, hein, ce petit monde dont il nous montre d'ailleurs toujours les rouages avec gourmandise, introduction de Casino évidemment, hein, cette dimension presque ludique dans son désir de montrer comment le petit monde qu'il a fabriqué et à l'intérieur duquel il va se lever et qui va filmer pendant 2 heures, 2 heures et demie ou 3 heures, fonctionne bien, comment ce jouet-là est rutilant. Après il va dysfonctionner, mais dans un premier temps c'est ça qu'il nous montre. Et il me semble chez Scorsese, c'est que tous ces mondes-là ont toujours eu et auront toujours, dans ces films, un rapport problématique avec l'extérieur de ce monde-là. Autrement, c'est intéressant parce que quand vous voyez un film comme Le Loup de Wall Street, vous vous rendez compte que même lorsque les personnages chez Scorsese arrivent dans le monde seuls, c'est le cas de certains, hein, tous ne sont pas comme Johnny Boy et Harvey Keitel dans Mean Streets. Beaucoup des personnages de Scorsese sont seuls. Je reviendrai d'ailleurs sur le cas de Taxi Driver pour cette raison-là. Et lorsqu'ils arrivent seuls, la première chose
qu'ils ont envie de faire, c'est soit d'appartenir à une communauté, le début des affranchis, toute ma vie j'ai rêvé d'appartenir à ce monde d'en face, hein, mais ce monde d'en face c'est pas le monde réel. Et donc la plupart de ces personnages-là n'ont qu'une envie finalement, s'ils sont seuls, c'est de fabriquer une communauté à leur image. Hein, d'où le cauchemar terrifiant qu'est, entre parenthèses, de ce point de vue-là, le Loup de Wall Street. Hein, le Loup de Wall Street, en fait, c'est Body Snatchers, d'une certaine façon. Hein. Vous allez me dire, oui, tout est toujours Body Snatchers. Bah oui, tout est toujours Body Snatchers. Beaucoup en tout cas. J'y reviendrai. Et cette idée de la non-articulation, si vous voulez, chez Martin Scorsese, entre d'un côté ce monde de substitution artificiel, superficiel, faux, fabriqué. Les rituels sont là, mais tout est faux. Hein, c'est ça qui évidemment est fascinant. Et la plupart du temps, lorsque la plupart de ces films, de ces scénarios sur le grand modèle des films de gangsters des années 30 tournent mal, ce moment de l'ascension et le moment de la chute vient toujours du fait qu'on pourrait dire que la fausseté, que la superficialité, hein, de ce monde construit, hein, qui se dit famille, qui se dit communauté, qui se dit ensemble, etc., cette fausseté-là éclate et provoque l'autodestruction, la destruction en interne. J'y reviendrai, c'est très très important cette idée que chez Martin Scorsese, c'est toujours de l'intérieur, hein, que le monde se détruit, ou alors parce qu'il n'a pas su accepter quelque chose de l'extérieur. Voilà. Je le dis vite, mais il faudra évidemment que je revienne à cette idée parce qu'elle est absolument capitale. Autrement dit, chez Martin Scorsese, il n'y a pas de milieu, il n'y a pas d'interrègne, si vous voulez, il n'y a pas de zone médiane entre la communauté et, on pourrait dire, la version pathologique, folle, l'hubris qui tourne mal, et donc la version totalement abstraite, hein, de l'individu qui serait incarné, disons, exemplairement par Howard Hughes dans Aviator. Je pense que pour comprendre, me semble-t-il, le cinéma de Scorsese, il faut avoir en tête ces deux pôles-là. D'un côté, on pourrait dire l'hyper-entourage, la communauté fabriquée, hein, ce faux monde qu'on fabrique contre le monde. Ce petit monde est à l'intérieur du monde, il est à l'intérieur du monde non pas pour, on pourrait dire, pour l'accueillir, non pas pour s'y mêler, il est là pour s'en protéger. Hein. Être dans une communauté chez Martin Scorsese, c'est d'abord ne pas vouloir être dans le monde avant même de vouloir appartenir à une communauté. Et à l'autre bout, hein, de ce spectre, si vous voulez, il y a la solitude pathologique. Hein, l'homme qui est incapable d'avoir une communauté et qui se retrouve évidemment seul. Enfin, vous avez tous peut-être, une partie d'entre vous en tête, l'avant-fin d'Aviator, lorsque Howard Hughes se retrouve reclus dans son espèce de chambre, salle de projection, des escarres sur le corps, non pas lavé, sale, devant un écran de cinéma. Est-ce que d'ailleurs Martin Scorsese à ce moment-là, est-ce que c'est pas une sorte d'acte manqué, où il se dit finalement, c'est possiblement moi ça aussi, hein, cette idée d'un homme finalement qui n'a plus besoin du monde, ou en tout cas ce dont il a besoin du monde, il le fait venir à lui, hein, par le téléphone, par des moyens techniques, etc. Il ne va plus vers le monde, il ne sort plus de sa pièce, de sa chambre, mais en même temps, je ne serais pas exact, pas précis, pas juste, si je disais que ce personnage-là, à ce moment-là, si c'est une sorte de version dégénérée, barbue et plus musclée de Martin Scorsese dans Aviator, je ne serais pas juste si je disais que ce personnage s'est abstrait du monde. Évidemment, il s'est abstrait du monde, mais le monde, il l'a en face de lui, et le monde, c'est l'écran de cinéma. Et ce monde-là, ça lui suffit. Et ça, il me semble que c'est d'ailleurs un des plus beaux moments, on pourrait dire, à la fois autobiographique, secrètement introspectif de Martin Scorsese, c'est évidemment le personnage de Howard Hughes, seul devant son écran de cinéma. Et Martin Scorsese, à mon avis, et il l'a d'ailleurs souvent dit, hein, a souvent été guetté par cette espèce de pathologie, dans cette idée que finalement, le cinéma suffisait à nous dire le monde, à nous renseigner sur le monde, et les images du monde suffisaient. Hein. Elles pouvaient le remplacer totalement. Donc, chez Scorsese, la non-articulation dont je vous parle, je viens de regarder l'heure, c'est pour ça que je... La non-articulation dont je vous parle, elle est, me semble-t-il, capitale. C'est-à-dire que, hypothèse basse ou négative, qui a été d'ailleurs une hypothèse que j'ai assez longtemps et jusqu'à récemment validée. Je la valide encore un peu d'ailleurs quand même, mais bon. Cette idée que, en fait, il y a trois entités que, me semble-t-il, le grand cinéma américain a toujours su
traiter de concert, en tout cas voir les relations les uns avec les autres. C'est l'individu, c'est la communauté, c'est la société, si vous voulez. Appelons-la le monde, enfin peu importe. Bon. Les grands cinéastes d'hier à aujourd'hui, ce sont des cinéastes qui se sont toujours posé la relation entre ces trois entités-là. Et pour parfois, on pourrait dire, signifier l'impossible interlocution de certaines de ces entités entre elles. Hein. Il n'y a pas de rapport entre l'individu et la communauté. Ou il n'y en a pas entre la communauté et la société. Ou il y en a qu'entre l'individu et la société, la communauté pose problème, peu importe. Mais ces trois entités-là sont présentes. Elles sont, me semble-t-il, au cœur du cinéma américain. Je reparlerai peut-être un tout petit peu tout à l'heure si j'ai le temps, évidemment, de John Ford, mais très très rapidement, puisque vous connaissez la filmographie de John Ford, et que John Ford, au cours de sa filmographie, est passé par, on pourrait dire, par ces trois moments, on pourrait dire un moment suspicieux, de suspicion, qui sont les années 30, au cours desquels le rapport de l'individu à l'autre, au hors-champ, à l'Indien, à ce qui vient d'ailleurs, est un rapport problématique, plutôt renfermé, hein, plutôt anxiogène, la chauve-chauve plastique en 39. Et puis il y a le moment qu'on pourrait appeler le moment hospitalier, hein, qui est le moment dont, grosso modo, le massacre de Fort Apache jusqu'à la prisonnière du désert non inclus, qui est le moment où des individus, des personnages tentent de faire le lien entre les deux. Hein. Encore une fois, voilà, vous le savez sans doute, mais on n'est pas, chez Ford, on n'est pas héros contre le peuple, on est héros avec lui. S'il n'y a pas de peuple, il n'y a pas de héros. Chez Scorsese, il y a de héros, mais il n'y a pas de peuple. Ou en tout cas, il y en a un, mais il est problématique. J'y reviendrai après. Parce qu'on devient quand même héros chez Scorsese. Et puis, il y a le troisième moment chez Ford, qu'on pourrait appeler le moment du retour, ou le moment des revenants. Hein. C'est le moment Ford qui va de la planète du désert 57, 56, jusqu'à, disons, Les Deux Cavaliers, Sergent Noir, enfin ces films-là. Cette question-là, elle est capitale. Je prends Ford, pourquoi? Parce que Martin Scorsese, si j'ai le temps, je vous en parlerai un tout petit peu, a choisi dans la filmographie de Ford, et il n'est pas le seul de Nouvelle Hollywood d'ailleurs. Il y a eu un cycle, une rétro Ford ici à la Cinémathèque l'année dernière. Vous avez eu une conférence de François Roger, me semble-t-il, sur la planète du désert, qui évoquait combien la planète du désert, The Searchers, a été un film matriciel fondateur pour les cinéastes de la génération de Martin Scorsese. Donc Martin Scorsese n'est pas le seul à avoir, on pourrait dire, récupéré, rapatrié l'héritage fordien, mais pas n'importe quel héritage fordien. C'est l'héritage de la planète du désert. Et on verra, et je pense que vous le devinez d'ailleurs déjà, la raison pour laquelle Scorsese, il y en a d'autres, mais dans son cas, on pourrait dire c'est particulièrement éclairant, pourquoi lui a choisi, et ça revient à plusieurs reprises dans ses films, il a choisi que son film de Ford, c'était The Searchers. Qu'est-ce que ça dit? Alors, de Ford très bien, mais qu'est-ce que ça dit du cinéma de Scorsese? Pourquoi The Searchers? Et pourquoi pas L'homme qui tue à Liberty Valance? Pourquoi pas Les Deux Cavaliers? Pourquoi pas le massacre de Fort Apache? Non, The Searchers. Et on voit bien que pour ceux qui ont vu The Searchers de Ford, cette question du rapport entre la communauté, l'autre, et quelqu'un de la communauté qui est sorti vers l'extérieur, en l'occurrence à Hollywood, souvenez-vous, capturé par les Indiens, et puis on part à sa recherche pendant des années, et un jour on la retrouve, et qu'est-ce qu'on fait avec Natalie Wood? Est-ce qu'elle est toujours de la communauté parce qu'elle a passé du temps avec les autres, ou est-ce qu'elle est complètement du côté des autres parce qu'elle a été longtemps éloignée de la communauté? Qu'est-ce que c'est que cet être hybride? Comment faire? Est-ce qu'on l'accueille à nouveau? Et John Wayne, souvenez-vous, un des plans les plus célèbres de l'histoire du cinéma, choisit plutôt que de la tuer, de la recueillir, et il la dépose sur le seuil de sa famille, et évidemment ce fameux plan extrêmement célèbre de la planète du désert à la toute fin, lorsque John Wayne fait ce dernier geste, il comprend que l'heure est venue à la fin des années 50 d'accueillir cet autre-là, mais lui n'en sera pas. Lui, après ce geste-là, on pourrait dire, lui ne sera plus de ce monde-là, il choisit le monde d'en face, le monde de la réification, de monuments de vallée, de l'histoire, du mythe, de la poussière, et donc de la disparition. Mais le monde qui vient, celui à l'intérieur duquel la caméra est placée, souvenez-vous, hein, c'est très très beau, évidemment, effet de cadre dans le cadre, et qui clôt d'ailleurs la planète du désert, ce monde-là, ce monde qui vient, John Wayne n'y appartiendra pas. Et c'est ce film qu'a choisi Martin Scorsese à au moins 3 reprises. Souvenez-vous, la fille de la planète du désert apparaît dans Who's Knocking at My Door. Le film La planète du désert est un des motifs souterrains de la dernière partie de Taxi Driver, coécrit par Paul Schrader, qui lui-même reprendra The Searchers en 1979 dans Hardcore. C'est vraiment un modèle extrêmement fort. Alors, on pourrait citer beaucoup d'autres films qui ont évidemment pris The Searchers. Et puis, il y a un autre exemple, en fait, que j'ai découvert il y a 2-3 jours et qui m'a beaucoup amusé, en me disant, évidemment que c'est normal que Martin Scorsese, dans son rapport douloureux, problématique, antinaturel, et même pathologique, on pourrait dire, à la société, à la réalité,
à ce monde qu'on ne maîtrise pas, hein, qui vient de l'extérieur. Encore une fois, on est toujours chez Scorsese pris entre l'abstraction de la pathologie, de l'hubris, et puis la communauté. Entre les deux, il n'y a rien. Mais ce rien, il est productif. Hein. Ça, c'est très important. Le rien, il est productif. Hein, puisque justement, il organise l'évolution du récit. Bon. J'y reviendrai. Et le fait que Martin Scorsese ait choisi évidemment La Province du désert est tout à fait passionnant, puisque La Province du désert, c'est un film qui raconte, qui pose en tout cas cette question-là, à un moment particulier de l'histoire du cinéma américain et de la carrière de John Ford évidemment, de la capacité d'une communauté pour, vous le savez, pour ne pas mourir, d'accueillir l'autre. Question d'ailleurs toujours brûlante encore aujourd'hui. Hein. Chez Scorsese, cette question de la communauté, si on la prend sous un angle fordien, elle est extrêmement intéressante, puisque Scorsese ne se pose jamais cette question de l'ouverture de la communauté à l'autre. Et lorsqu'il la pose, il la règle tout de suite, puisque tout ce qui vient de l'extérieur dans le cinéma de Scorsese provoque la ruine de la communauté. Et cet extérieur-là, d'ailleurs, il est extrêmement simple. Si vous avez à Casino, par exemple, je prends cet exemple, il y a deux entités extérieures qui vont plomber le petit monde de substitution que s'est créé, évidemment, S. Rothstein, le patron du Tangier du Casino à Las Vegas. Il y a d'un côté l'arrivée de Sharon Stone. Hein. Je n'ai pas le temps de passer l'extrait, mais c'est tout à fait intéressant de voir comment est-ce que Sharon Stone, lorsqu'elle apparaît, je ne sais pas si vous vous souvenez, elle apparaît d'abord sur un écran, un moniteur vidéo, donc c'est d'abord une image. Chez Martin Scorsese, on est d'abord fasciné par une image. Le degré de réalité du personnage viendra après. Elle est fascinée par cette image-là. Il rentre dans la salle du casino et là, il voit Ginger, Sharon Stone, jeter les dés. La caméra s'approche de son visage et on comprend en un quart de seconde que, évidemment, que le regard que Ace Rothstein, que Robert De Niro est tombé amoureux de cette femme et donc il va commettre l'irréparable. Il commettra 2 fois l'irréparable dans le film. La première fois, c'est en succombant à cette image-là. L'avancée de la caméra extrêmement rapide fonctionne exactement comme ce que je vous disais tout à l'heure de la citation de Paul Valéry, cette idée qu'à un moment donné, finalement, le punctum, le point de fascination, nous empêche de voir ce qu'il y a sur les côtés, nous empêche de réfléchir. Cette femme fonctionne comme une image, comme une sorte d'aimant, hein, qui attrape immédiatement, évidemment, Robert De Niro. Et la deuxième erreur, grosse erreur évidemment, parce que pour ceux qui ont vu le film, Ginger va participer, on pourrait dire, à la perte de Robert De Niro. Un, parce qu'elle vient de l'extérieur, et deux, surtout parce qu'elle a produit une économie parallèle. Pour ceux qui s'en souviennent, il y a le monde idéal que gère Robert De Niro dans Casino, et pour lui, il n'y a que ça. Il n'y a pas d'autres possibilités. Ailleurs, c'est le désert. Hein. D'ailleurs, souvenez-vous d'un des premiers plans du film, cette espèce de tache de lumière du casino, hein, le petit monde, la petite communauté de Casino, et quand on sort de cette petite tache, c'est le vide intégral. C'est des trous, c'est la mort, c'est leur champ, c'est le désert. Il n'y a rien entre les deux. Bon. Et la deuxième entité, on pourrait dire venant de l'extérieur, qui va accélérer la chute de Robert De Niro, eh ben, c'est La Province du désert. Alors, vous avez pensé que je délire un peu, et sans doute, hein. Mais je me dis qu'il y a des délires qui ont un sens. Vous voyez ce que je veux dire? Et ce délire-là, c'est le suivant. Robert De Niro veut donc tout contrôler. Hein, c'est une figure scorsésienne typique de l'homme qui se retrouve au sommet d'un monde dont il décide à la fois du fonctionnement, des entrées, des sorties, des rouages, etc. C'est une sorte qui se croit m'abuse, mais peu importe. Il se croit m'abuse. C'est l'homme qui maîtrise tout ça, ce monde. Et il est contraint, évidemment, à un certain moment, en l'occurrence un moment particulier, d'embaucher des gens qu'il n'a pas choisis. Hein, le problème, c'est que Las Vegas, ça mêle à la fois des gens du jeu, les gens de la famille, des gens de la mafia, des différentes mafias aux États-Unis, et puis aussi du monde de la politique. Et il est contraint à un moment d'embaucher un espèce de bonnet texan. Je crois qu'il vient du Texas d'ailleurs à l'origine. Là, on est dans le Nevada, mais il vient du Texas. Et ce bonnet, cette espèce d'abruti auquel il a trouvé un métier, un sous et un sous-métier, on pourrait dire, qui est de surveiller les machines à sous, ne fait pas correctement son boulot. Vous vous souvenez que Robert De Niro contrôle tellement cet univers-là qu'il va même jusqu'à contrôler le nombre de myrtilles dans les muffins. Donc on voit quand même que l'homme est atteint. Et donc, il va tout contrôler. Donc, tout le problème, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait le moindre détail. C'est évidemment la folie du personnage scorsésien, celui qui va vers cette espèce d'hubris abstrait qui le conduira toujours à être seul. Puisque disons que la framboise dans le muffin de Casino,
c'est comme le petit pois dans Aviator, hein, en rapport avec l'agoraphobie dont est victime Howard Hughes. C'est la même chose. Hein. L'un voit qu'il n'y a pas 12 framboises ou myrtilles, mais 4. L'autre voit qu'un acteur, en l'occurrence Errol Flynn, a touché de la main, il est agoraphobe, il ne supporte pas le contact, évidemment le petit pois. Dans les deux cas, c'est la même chose qui se joue. Une espèce de, on pourrait dire, d'incapacité à accueillir une parcelle qui vient de l'extérieur. L'agoraphobie de Howard Hughes dans Aviator étant la version pathologique et délirante de l'impossibilité du personnage scorsésien d'être en rapport avec l'autre. En fait, l'agoraphobie, c'est presque un principe scorsésien. Hein. Alors ça se verra plus ou moins. Et il faudra attendre Aviator pour qu'un personnage soit véritablement agoraphobe. Mais même Travis Bickle dans Taxi Driver, tous les personnages de Scorsese, en fait, c'est grand, mais y compris, on pourrait dire, Paul Hackett dans After Hours, beaucoup de personnages, ce sont des personnages qui sont agoraphobes. Alors, ceci est montré comme une sorte de pathologie directement, présentée comme ça dans Aviator, mais on avait besoin d'attendre Aviator pour se rendre compte que le rapport du personnage scorsésien à l'autre, et non pas même pas un rapport problématique, c'est un rapport plus que conflictuel, c'est un rapport impossible. Et cette impossibilité-là, le rapport à l'autre, c'est quoi? C'est le rapport à ce qui est hors de la communauté, donc à la société, à la réelle politique, hein, au monde. Ce rapport-là n'étant pas possible, il produit le cinéma de Scorsese. Autrement dit, c'est un manque productif. Je ne voudrais pas du tout laisser croire que Martin Scorsese a oublié, dans son essai de Trinité idéale, une case. Et que j'arrive en lui disant à Martine, il y a une case qui te manque, il faudrait peut-être revoir tout ça. Évidemment, c'est ridicule. Pas du tout. Je pense que cette espèce d'absence, au contraire, de ce qui est central dans le cinéma américain, est traité par beaucoup de cinéastes, dans le cas de Scorsese, ce qui en fait un cinéaste à la fois totalement, on pourrait dire, totalement américain, en même temps qui ne traite pas, me semble-t-il, un des grands sujets du cinéma américain, et qui ne traite pas, et là ça me permet de répondre à une question que je posais au début, qui ne traite pas une des questions centrales qui était au cœur du Nouvel Hollywood. C'est pour ça que lorsque... je termine quand même avec mon histoire de notre ami de Brett Désert, je reviendrai après là-dessus. Et donc, il est obligé d'embaucher ce Texan un peu idiot. Mais le problème, c'est que l'homme, à un moment dans le film, laisse une machine à sous s'emballer. Ça veut dire qu'il la laisse gagner. Faire gagner, tout simplement, les gens qui jouent. Ce qui est évidemment dans le principe du casino, on ne va pas au casino pour gagner, on va pour perdre. Il n'y a que les abrutis qui pensent qu'ils vont gagner. Et donc, évidemment, Robert De Niro, il a déjà sermonné, hein, il n'en est pas... Et là, il décide de le virer. Hein, c'est le moment où on pourrait dire, où la réflexion, le bon sens politique, quel rapport j'ai avec quelqu'un que je n'ai pas choisi, qui m'est imposé, qui vient de l'extérieur, quel rapport j'ai avec lui. Il a fait un peu de politique, hein, Robert De Niro, mais c'est trop fort pour lui, c'est un passage scorsésien, donc il ne peut pas. Et à un moment donné, la politique, c'est pas pour lui. Hein. Et donc, il décide de le virer, et donc il le licencie. Vient quelques jours plus tard, un espèce de type joué par L.Q. Jones, hein, avec son Stetson, ses bottes, etc., dont on comprend que c'est un shérif du Nevada, qu'il a un réseau relativement important, qui n'est pas du tout le réseau, évidemment, de Robert De Niro, mais un réseau plutôt local, politique, et il lui demande, il vient faire de la politique avec lui. Hein, c'est la société qui débarque en disant, voilà, vous allez virer ce type-là, mais vous savez, dans le monde, dans la vie, on ne peut pas faire comme si cette extériorité-là n'existait pas. On ne peut pas tout maîtriser. On est obligé d'établir des compromis. Ça s'appelle du compromis. On est obligé de... Voilà. Et Robert De Niro, encore une fois personnage scorsésien, ne comprend pas ça. C'est pas qu'il ne le comprend pas, c'est qu'il n'a pas le logiciel pour ça, tout simplement. Il lui dit, et donc il a une réaction typique du personnage scorsésien, l'homme n'a pas été professionnel, or je n'utilise que des professionnels. Il a mis donc, là il exagère, mais il a mis en péril mon petit monde, hein, sa stabilité, son fonctionnement, ses rouages, donc cet homme doit dégager, doit partir. Et l'autre lui dit, je comprends, vous avez raison, il est nul, il est abruti, il est idiot, il avait raison sur toute la ligne. Mais c'est le neveu de... C'est mon neveu, il a des contacts, etc. Il a un réseau qui est important. Il lui offre, parce que dans toute discussion politique on a, une sorte de dialogue entre les impératifs de la communauté et la réalité, on pourrait dire, du monde. Et De Niro refuse ça. Et c'est évidemment, si vous avez l'occasion de voir ou de revoir ce film absolument fabuleux, qui pour moi d'ailleurs est le chef-d'œuvre de Martin Scorsese, vous vous rendez compte que le moment où le personnage scorsésien dévoile, on pourrait dire se révèle comme totalement aveugle, sourd au monde, c'est exactement celui-là. C'est le début de la chute, c'est le moment
où le personnage du shérif quitte le bureau de Robert De Niro, comprenant finalement que l'homme ne fera pas un pas, et lui dit voilà, vous allez regretter ça, vous allez entendre parler de vous, c'est le début de la chute. Alors, je me rends compte que j'ai passé l'extrait d'Aviator il y a une demi-heure, et je ne l'ai toujours pas commenté. Et j'en ai encore 9 qui arrivent derrière. Non, ne vous inquiétez pas. Alors, ce que montrait cet extrait d'Aviator, j'aime beaucoup parce que c'est un extrait qui nous dit, évidemment, c'est donc, alors, souvenez-vous, on est en 1930, Howard Hughes tourne et tourne et tourne à n'en plus finir depuis déjà de longs mois, ça sera bientôt d'ailleurs presque des années, des séquences pour son film Hells Angels, qui va sortir en 1930 d'ailleurs, et donc là il est dans la salle de projection, il voit les rushs, et avec de véritables pilotes, il y a eu des morts sur le tournage, l'homme était pris de vitesse, il fait même corps d'ailleurs, hein, à plusieurs moments très littéralement dans le film avec les avions, hein, on le voit épouser la forme de l'avion, il devient ça l'homme vitesse, c'est presque l'homme technologique si vous voulez, hein, il est la modernité absolue d'une certaine façon Howard Hughes, et Martin Scorsese le filme très souvent d'ailleurs, collé à la carlingue de l'avion, caressant cette carlingue-là, sinon qu'il n'y ait pas d'aspérité, ni relief, etc. L'homme est la vitesse. Howard Hughes, c'est quelqu'un qui, à la fin, au fur et à mesure de son existence, va se réduire tout simplement à ce qu'il est, c'est-à-dire un pur vecteur de vitesse. Howard Hughes, ce n'est que de la vitesse, tout simplement. En se débarrassant, en se délestant de sa part, on pourrait dire, humaine, organique, etc. C'est la vitesse, tout simplement. Et dans cette séquence-là, ce qui est évidemment assez beau, c'est que le personnage de Howard Hughes se rend compte, mais de façon presque évidente, qu'il ne suffit pas de filmer des avions qui vont vite pour qu'on se rende compte qu'ils vont vite. Autrement dit, il découvre presque une sorte c'est presque un cours de cinétique et de cinéma pour les nuls. Vous avez tous été au collège. Moi, je me souviens très très bien, au collège, il y avait toujours ce moment où on nous expliquait qu'en physique, il y avait deux types de vitesse, qu'il y avait la vitesse absolue, hein, mais qui n'est pas mesurable à l'œil nu. Elle n'est mesurable que par des appareils. Autrement dit, la vitesse absolue, ce n'est pas pour l'humain, à moins de l'éprouver. Hein. L'homme, évidemment, qui est dans son avion, qui tente d'atteindre le fameux mur du son, etc., de l'éprouver sensoriellement. Mais je ne peux pas être spectateur de la vitesse absolue, ça n'existe pas. Mais par contre, je peux être spectateur de la vitesse relative. Et là, ce que comprend évidemment Howard Hughes, c'est une révélation pour lui, et donc et en même temps c'est à la fois, on pourrait dire, un cours de physique, un cours de cinétique, mais aussi un cours de cinéma, hein, c'est que pour qu'on se rende compte de la vitesse, de la vitesse des avions, pour qu'on ait la sensation de la vitesse, il faut qu'il y ait effectivement un référent dans le plan. Il faut qu'on puisse comparer la vitesse de l'avion avec une autre vitesse, avec un autre élément dans le cadre. Et c'est là qu'évidemment il a cette idée formidable, pour moi c'est une très belle séquence, il a cette idée de trouver à l'intérieur du plan un point d'appui. Hein, et c'est là qu'il va se dire, qu'est-ce qui pourrait faire office de point d'appui dans le ciel? Un autre avion? Très compliqué. Un nuage. Et là il se dit, cette séquence-là, hein, évidemment, c'est ce qu'il montre, filmée avec des nuages, produit la sensation de vitesse relative. Hein, c'est un vrai cours de cinétique. Autrement dit, il lui faut maintenant un référent. On a le mobile, le mobile, en fait, là, est à une vitesse qui est impossible à déterminer à l'œil nu. On ne peut pas faire l'expérience spectatorielle de la vitesse. On peut faire l'expérience spectatorielle de la vitesse que si cette vitesse-là est relative. Donc les nuages. Et il va, à un moment donné, essayer d'emmener toute sa troupe à Auckland pour aller refilmer certains plans et certaines séquences d'avion avec des nuages. Et là, on aura évidemment cet effet de vitesse. Alors, évidemment, on a envie d'extrapoler quand on voit une séquence comme ça. C'est qu'on se dit, partons du principe, en tout cas c'est mon hypothèse, que le cinéma de Scorsese, en tout cas son théorème est contenu dans cette séquence-là. Autrement dit, il y a deux façons de considérer la vitesse chez Martin Scorsese. Il y a la vitesse absolue et il y a la vitesse relative. Il y a les films de la vitesse absolue et les films de la vitesse relative. Les films de la vitesse absolue se passent de nuages. Donc c'est des films dégagés, on va dire. Et les films de la vitesse relative ont besoin de nuages. Ça sont les films nuageux, ce sont les films encombrés. Vous allez me dire, là, on est...
pas l'heure de la météo pourtant. Mais ce qui me semble évidemment absolument, enfin en tout cas qui moi m'intéresse dans cette question-là, c'est que la vitesse, l'avion, hein, on pourrait dire dans cette séquence d'Aviator, avec laquelle va se confondre d'ailleurs à un moment donné Howard Hughes, c'est un devenir possible du personnage scorsésien. Cette vitesse-là, cette vitesse pure. Hein, on pourrait dire entre Travis Bickle dans Taxi Driver, souvenez-vous qu'il n'allait pas très vite. Taxi Driver, c'est pas du tout ça, c'est pas un film de la vitesse. Hein. Taxi Driver, c'est un film erratique, c'est un film de la nonchalance, c'est un film de la lenteur, c'est un film, on pourrait dire, du coup d'arrêt, du coup pour rien. Hein. Bon. Jusqu'à Aviator, on voit bien qu'il y a une évolution du personnage scorsésien qui est passé, on pourrait presque dire, de l'immobilité en mouvement, ce qui est le cas de Taxi Driver, jusqu'à la vitesse pure, ce à quoi aspire évidemment le personnage d'Aviator et Howard Hughes. Et la vitesse relative, on pourrait dire, ce sont... Donc c'est le personnage qui est du côté de la vitesse pure, donc du côté totalement de l'abstraction, c'est un personnage qui est forcément seul, qui ne supporte plus rien du monde autour. Il n'y a plus de communauté, il n'y a plus rien. Il est seul, tout simplement. Et le personnage de la vitesse relative, on pourrait dire que c'est le personnage de la communauté. Pourquoi? Parce que le nuage, c'est la famille, hein, grosso modo. Ça veut dire que les points fixes, ils ne manquent pas dans l'univers scorsésien. Il n'y a pas que des nuages. Il y a la famille, il y a la femme, il y a le mari, il y a le groupe, il y a l'oncle, il y a la mafia, il y a Don, ce que vous voulez. Hein. C'est-à-dire qu'il y a aussi chez Martin Scorsese des personnages comme Henry Hill, par exemple, Les Affranchis, des personnages qui sont eux beaucoup plus des personnages de la vitesse relative, qui eux ont besoin de points fixes, hein, et ces points fixes-là, comme les nuages dans le plan que vous avez vu, ce sont les fameux repères de ce qui va devenir à certains moments la communauté. Donc ces deux façons-là de construire la vitesse me semblent capitales pour comprendre la façon dont le cinéma de Scorsese va évoluer. Alors, évidemment, le temps passe, alors j'aurais voulu... On va passer un extrait de Taxi Driver, et c'est le numéro 1. Et je vais essayer d'aller un peu plus vite après. May 10th. Thank God for the rain, which has helped wash away the garbage and the trash off the sidewalks. I'm working long hours now, 6 in the afternoon to 6 in the morning, sometimes even 8 in the morning, 6 days a week, sometimes 7 days a week. It's a long hustle, but it keeps me real busy. I can take in $350 a week, sometimes even more when I do it off the meter. Come out at night. Whores, skunk pussies, buggers, queens, fairies, dopers, junkies. Sick, venal. Someday a rail rail will come and wash all the scum off the streets. Alors, je vais essayer d'accélérer un tout petit peu, parce que sinon on aura difficilement à bout de tout ça. Alors, dans cet extrait, qui est évidemment un des extraits très connus de Taxi Driver, il y a 3 éléments qui moi, m'intéressent. Le premier, c'est le mouvement de caméra lorsque Travis Bickle va sortir. Donc, je ne redis rien sur Taxi Driver, j'imagine que vous savez l'essentiel, en tout cas ce qu'il faut savoir. Alors, Travis Bickle va sortir donc du garage. Et on a un mouvement de caméra qui, moi, m'a toujours semblé extrêmement curieux, qui est, on sent que la caméra tourne, elle effectue une sorte de panoramique, hein, à 180 degrés, mais pas dans le bon sens. Mais elle cadre à un moment Taxi Driver, donc elle panote, elle tourne comme ça, et à la fin de son mouvement, elle le récupère. Bon. J'ai toujours trouvé ce mouvement de caméra, dans les 3 temps de ce plan, ce mouvement de caméra extrêmement curieux et ambigu. C'est-à-dire que je pense qu'il y a 2 façons, et à mon avis le mieux c'est de ne pas statuer, il y a 2 façons de lire ce plan-là. Ou bien on se dit que la caméra, que Travis Bickle est et ce qu'il est d'ailleurs, quelqu'un qui est une sorte de déclassé, il rentre du Vietnam, il ne trouve pas de boulot, il est vraiment, c'est l'homme seul, hein, le solitaire qui ne trouve pas à s'intégrer, encore une fois,
hein, dans cette société qui ne veut pas de lui, qui ne cesse de l'expulser. Hein, parce qu'il y a quand même dans la filmographie de Martin Scorsese des gens qui ont tenté d'établir ce lien politique. Travis Bickle, avec l'aide d'ailleurs de Paul Schrader, a été de cela. Lui, il a tenté. Après, plus jamais aucun personnage de Scorsese, on pourrait dire, ne tombera dans le piège Travis Bickle. Plus personne. On a eu Travis Bickle, il a subi pour tous les autres, tous ceux à venir, si vous voulez. Mais ce personnage est déclassé, donc première lecture, la caméra, vous savez, il y a comme ça un peu des moments comme ça au tout début du lauréat, dont je vous reparlerai très rapidement tout à l'heure. Comme si la caméra, en fait, ne prêtait pas attention à ce personnage-là. Le hasard voulant finalement qu'à la fin, elle le récupère. Alors là, évidemment, on peut se dire, ce qui est intéressant, c'est que, ou bien elle l'oublie, hein, la caméra mène, on pourrait dire, sa barque indépendamment de ce personnage-là, parce qu'elle ne cherche même pas à le cadrer, hein, donc c'est assez drôle, une caméra qui ne cherche pas à cadrer un personnage, et on se dit, finalement, à la fin, c'est le personnage qui attendait la caméra, il attendait qu'elle revienne, tout simplement, pour pouvoir bouger. Autrement dit, on a une espèce d'inversion de la relation entre le point de vue et le personnage, entre la caméra et le personnage, qui me semble fascinante, et qui dit le niveau, on pourrait dire, le niveau de désintégration, de non-adaptation du personnage de Robert De Niro, avant même, là on est plutôt au début du film évidemment, hein, avant même qu'il se mette à commettre ses différents actes, à changer comme ça de croisade, j'y reviendrai, mais à ce moment-là on est vraiment, on pourrait dire, au summum du personnage qui n'existe pas. Le personnage doit attendre la caméra pour continuer à avancer, sinon elle est partie sur autre chose. L'autre lecture de ce petit plan-là, c'est évidemment cette idée que la suite du plan me semble confirmer, cette idée dont je vous parlais au début, hein, de l'avancée immobile. Martin Scorsese a beaucoup, avant, on pourrait dire, de mettre en place la vitesse, avec on n'est pas du tout dans ce régime-là, hein, dans Taxi Driver, on est dans un régime beaucoup plus lent, beaucoup plus erratique, beaucoup plus cotonneux, hein, si vous voulez. On est très très loin encore de la vitesse des affranchis, de Casino, d'Atombo ouvert, etc. Hein, on est très très loin de ça. Mais on pourrait presque penser que le début de la filmographie de Martin Scorsese, dans l'occurrence des années 70, a consisté, on pourrait dire, à faire trois choses. La première, c'est de mettre en scène des personnages qui tentent de s'adapter, qui tentent malgré tout d'appartenir à un monde, au monde. Ils tentent. Boxcar Bertha, souvenez-vous, hein, avant que les différents personnages du film, Barbara Hershey, Cara Dine, la syndicaliste, la femme de cet homme mort en avion, se regroupent façon Bonnie and Clyde au moment de la dépression. Mais avant, chacun tente quand même d'appartenir à ce monde. On travaille, etc. Mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas dans Boxcar Bertha, ça ne marche pas évidemment dans le Taxi Driver. Ça se met un peu à marcher difficilement dans La liste habite plus ici, avec d'ailleurs, je le dis au passage, parce que ça permet de préciser toujours le rapport de Martin Scorsese au Nouvel Hollywood. Le Nouvel Hollywood était passionné par le rapport de l'individu et du monde à la société. La société, même d'ailleurs, c'était même presque, on pourrait dire, son sujet. Hein, les personnages agissaient, se révélaient au contact de la société. Ouais, voir un film, c'était aussi apprendre des choses, se renseigner, hein, sur cette société-là. Dans le cas de Martin Scorsese, beaucoup moins, parce qu'il était en train de mettre en scène cette disparition-là, on pourrait dire, de cet entre-deux, du monde, tout simplement. Mais dans les années 70, ce monde, il est encore là. Hein, sous une forme fantasmatique, cauchemardesque, il est encore là. Et on éprouve l'impossibilité de l'habiter. Ça, c'est le cinéma de Scorsese dans les années 70, avec d'ailleurs, on pourrait dire une veine, je parlais de La liste habite plus ici, je ne sais pas qui parmi vous a vu ce film avec Ellen Burstyn, film qui réalise juste après Boxcar Bertha. Et c'est intéressant de voir que le désir, on est en 73, le désir finalement de Alice dans ce film, en fait, c'est pas du tout le désir de, je sais pas moi, de Shirley Knight dans Les gens de la pute Coppola ou de Barbara Loden dans Vanda. Hein. Son désir, c'est de refonder une famille. Hein. Il y a, me semble-t-il, quelque chose d'intéressant chez Martin Scorsese, indépendamment d'ailleurs de toute l'iconographie chrétienne, encore une fois, je ne veux pas parler, mais qui malgré tout est là, elle pèse, elle hante, etc., etc. Il y a chez Martin Scorsese, finalement, toujours un retour à une forme comme ça d'ordre. Il y a un côté, au fond, assez conservateur, hein, sur lequel je reviendrai, et qui d'ailleurs le met un pas de côté, on pourrait dire, par rapport au Nouvel Hollywood, sachant que vous savez que le Nouvel Hollywood, ça ne recoupe pas tout ce 15 et 70. Ça, alors là, il faudrait 4 heures pour en parler, donc j'arrête tout de suite. Bon. Un commentaire rapide avant qu'on passe. On va enchaîner en fait les extraits ensuite 6 et 7.
si c'est possible, les extraits d'À tombeau ouvert, parce que j'aimerais que vous ayez quand même encore en tête cet extrait de Taxi Driver pour voir celui de À tombeau ouvert. Alors, je voulais quand même dire, pas tout de suite, deux, trois petites choses sur Taxi Driver, qui est le moment énergétique par rapport à ce moment de la vitesse. Hein. Je le rappelle quand même. Donc le film s'articule donc à une stricte logique, donc on pourrait appeler de la dépense énergétique. Donc Travis s'avère, souvenez-vous, capable de changer brutalement d'objectif au cours du film. Hein. Au début, souvenez-vous, il veut draguer une femme. Il est très élégant, il emmène voir un film porno, ça marche pas. Et puis après, ben voilà, il a envie de tuer un homme politique, hein, un gouverneur, qui est candidat, ça ne marche pas. Et puis ensuite, il va décider finalement de se venger, d'aller chercher celle dont il pense qu'elle est sa Nathalie Wood, d'ailleurs, en l'occurrence Jodie Foster. Il a arraché les griffes d'un Mac. Ce qui est évidemment très intéressant dans le cas de Taxi Driver, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles, me semble-t-il, le film est si important, c'est que dans le régime classique de l'action, le rapport entre l'action et le but à atteindre était quelque chose qui était tenu généralement au cours du film. Hein. Voilà, on avait envie de conquérir un territoire, de séduire une femme, de construire, de convoyer, je ne sais pas moi, du bétail quelque part, peu importe. L'idée, c'est que l'action, hein, l'énergie qu'on avait, elle était mise intégralement au service de cette tâche-là, de ce but-là, qui d'ailleurs formait l'arc narratif et l'arc énergétique du film. À la fin, le convoi est arrivé, j'ai plus d'énergie, ça tombe bien parce qu'il est arrivé. Le film s'arrête, le monde se referme, il est plein, il est cohérent, il a un sens. Bon. Ça, c'est le cinéma on pourrait dire fin des années 50. Avec Taxi Driver, ce qui est intéressant, c'est que la torsion, ou même la violence que Martin Scorsese fait subir à ce schéma est absolument incroyable. C'est que, d'un point de vue narratif, le film met en scène quelqu'un qui est incapable de se fixer sur un but ou une tâche déterminée. Incapable. Qui passe séduire une femme, tuer un... Il n'y a aucun lien entre tout ça. Aucun lien. Mais il y en a un, évidemment. Et ce lien-là, c'est que cet homme n'a pas un but à accomplir, il n'a pas un horizon à atteindre, contrairement à ces personnages, on pourrait dire, au cinéma classique. Cet homme-là, il a juste de l'énergie à dépenser. Et il y avait un très très beau texte, d'ailleurs, que je vous conseille, si vous avez l'occasion de le relire, c'est dans L'Image Mouvement, Gilles Deleuze parlant de la pulsion des vampires chez Terence Fisher. Aucun rapport, mais oui. Oui, parce que le vampire de la Hammer, hein, le vampire fischerien, c'est celui qui met pour lequel le plus important, c'est la satisfaction de la pulsion, bien avant l'élection de la proie. Et chez Scorsese, dans Taxi Driver, c'est exactement la même chose. Hein. Ce qu'il faut, c'est dépenser son énergie, peu importe les moyens, les buts, les horizons, les tâches qu'on va s'inventer pour faire. Hein. La logique de Taxi Driver, c'est une logique énergétique, c'est pas du tout une logique, on pourrait dire, causale, narrative, hein, causale classique, hein, si vous voulez. Ça me semble, à mon avis, extrêmement important, puisque Martin Scorsese est, à ce moment-là des années 70, encore dans un régime de l'énergie, il va passer dans un régime de la vitesse ensuite. Et ce régime de l'énergie suppose d'ailleurs que la Trinité dont je vous parlais tout à l'heure, elle existe douloureusement, malgré tout encore. Hein. Alors évidemment, vous voyez douloureusement, puisqu'on voit bien que la façon dont vous avez vu alors, pour être tout à fait honnête, j'ai passé l'extrait, je suis allé jusqu'au moment de découpe du taxi, hein, le moment où on voit l'aileron, le rétroviseur, parce que j'avais juste envie, de façon extrêmement fétichiste, que vous voyez le mot fascination. Voilà. Parce que le Scorsese de demain, il est là, de demain en 75. Hein. Il est celui qui va comprendre que le mouvement, plutôt que cette espèce de mouvement, d'ailleurs, cette mouvement qui s'annule, vous avez vu ce formidable fondu enchaîné. Comment, à l'intérieur même du plan, je coupe pour gagner du temps. Je vais gagner une demi-seconde de De Niro, d'ailleurs, ce qui est devenu peut-être d'ailleurs, non pas vraiment cette séquence-là, mais d'ailleurs, vous le savez, hein, l'affiche du film, qui renvoie à une séquence qui n'est pas dans le film. L'affiche du film n'existe pas dans le film. Bon, peu importe. Mais cette séquence est assez formidable, puisqu'on se dit, mais pourquoi Martin Scorsese éprouve le besoin de faire un fondu enchaîné en raccord dans la marche? À quoi ça sert? Évidemment, il y a plusieurs lectures possibles, mais l'une d'entre elles, me semble-t-il, c'est cette idée, tout simplement,
que je vous disais au début, première loi du théorème, hein, cette idée qu'il faut qu'on avance, qu'il faut gagner du temps pour ne pas bouger. Il faut gagner du temps. Et donc le personnage, d'ailleurs, rien ne nous garantit qu'entre les deux plans qui sont raccordés en fondu enchaîné, rien ne nous garantit que ces deux plans appartiennent à la même unité de temps, de lieu oui, on s'en doute, mais pas de temps. Hein, un doute subsiste. Peut-être qu'on a passé du temps à ce moment-là, peut-être que ces deux plans ne raccordent pas le même mouvement fait le même jour dans le même lieu, mais raccordent deux mouvements similaires faits à deux moments différents à l'intérieur du même lieu. Donc cette façon par le montage de gagner de la vitesse, de gagner du temps plutôt, pour montrer le fait que le personnage est immobile, est un paradoxe qu'on retrouvera beaucoup chez Martin Scorsese, mais là qui m'intéressait moi dans ce plan-là. Et la fascination, pourquoi ? Parce que cette espèce de mouvement, qui est un mouvement encore très faible hein, dans Taxi Driver, puisque c'est un mouvement qui est guidé par l'énergie, par la pulsion, et pas par la vitesse. D'où le fait que la ligne droite, si vous voulez, pour ceux qui s'intéressent à ce genre de choses dans la mise en scène dans les films, hein, la façon dont les films sont orientés d'un point de vue un peu géométrique, hein, la ligne droite, chez Martin Scorsese, elle n'apparaît, on pourrait dire, qu'à la fin des années 80. Jusque-là, la ligne qui privilégie, c'est la ligne courbe, c'est le zigzag, Taxi Driver, ou alors c'est presque le cercle. Taxi Driver est un film qui tourne en rond, beaucoup de ces films tournent en rond, évidemment. Et pourquoi le mot fascination m'intéresse ? Parce que je pense qu'il a la préscience, en tout cas rétrospectivement, il semble anticiper ce que va devenir le passage de l'énergie à la vitesse, cette idée que la vitesse, plus elle va être importante et forte, plus elle va produire de la fascination, et plus elle va produire la disparition du monde alentour. C'est la citation de Paul Valéry dont je vous parlais tout à l'heure. Et ça, c'est important parce qu'on voit bien qu'entre le rythme, mais même de façon extrêmement, on pourrait dire, intuitive, le rythme de Taxi Driver comparé au loup de Wall Street, qui, rappelons-le, s'ouvre par un nain qu'on lance sur une cible. Formidable. Voilà, le devenir du personnage scorsésien, c'est quand même ça. Hein, être l'équivalent d'un projectile, tout simplement, hein, et d'arriver évidemment sur une cible. Ça, je reviendrai après, parce que là, vous comprenez bien qu'entre Taxi Driver et Wall Street, quelque chose a changé dans le cinéma de Scorsese. Évidemment, je ne parle pas de l'époque, je mets tout ça de côté, mais dans la façon dont le régime de vitesse a complètement changé, ce qui est fait que dans le Loup de Wall Street, la vitesse est devenue un sujet en soi, j'y reviendrai, alors que dans le cas de Taxi Driver, il n'y a pas encore de la vitesse, il y a du mouvement inutile, hein, il y a de l'immobilité en marche. Hein. Et comme, évidemment, ce qui est à mon avis intéressant, c'est que Martin Scorsese est au moment de l'énergie encore dans un rapport, une tentative de rapport, on pourrait dire, au monde qui l'entoure. Il tente encore de se connecter, même sur un mode totalement catastrophique, même sur un mode fantasmatique, ce que dit Travis Bickle au début. Et évidemment, on imagine bien que la façon dont il décrit les rues de New York est quelque chose qui est beaucoup plus de l'ordre, en tout cas qui mélange, d'ailleurs de façon indistincte, à la fois la réalité et son mental. Hein. On voit bien que la façon dont Martin Scorsese mélange l'intérieur et l'extérieur produit totalement de la paranoïa hein, à l'intérieur du personnage de Travis Bickle. Bon, on va passer l'extrait, les deux extraits en fait de À tombeau ouvert, donc extrait 6 et 7, et pour que vous ayez aussi en tête l'évolution avec Taxi Driver. Je vais essayer d'aller un peu plus vite maintenant. C'est pas une blague, hein. The night started out with a bang. A gunshot to the chest on a drug deal gone bad. All the elements were in place for a long weekend. Heat, humidity, moonlight. I was good at my job. There were periods where my hands moved with a speed and skill beyond me. But in the last year, I'd started to lose that control. Things had turned bad. I hadn't saved anyone in months. I just needed a few slow nights, followed by a couple of days off. La première chose, c'est évidemment, comme toujours, quand on passe on passe de Taxi Driver à Tombeau ouvert, hein, donc il y a quasiment, même un peu plus d'ailleurs, de 20 ans d'écart entre les deux films, c'est de voir ce qui ressemble et ce qui dissemble. Ce qui ressemble, c'est évident. Hein, on a un taxi dans un cas, une ambulance dans l'autre, un homme qui a un rapport, on pourrait dire, problématique avec le monde extérieur, dans le cas de Taxi Driver, Travis Bickle, qui lui, et là encore une fois, Frank Pierce, qui est l'ambulancier du film, qui lui aussi a ce même rapport. L'idée finalement d'un New York nocturne, l'ensemble
on pourrait dire du film filmé comme un cauchemar, le récit se déroule sur 3 nuits. Tout ça, c'est ce qui ressemble. La façon dont, effectivement, même l'ambulance est est filmée de façon fragmentaire, hein, comme le taxi l'était, presque métonymique d'ailleurs du personnage, etc. Bon. Ce qui m'intéresse, en fait, c'est ce qui ne ressemble pas. Parce que je pense que c'est peut-être là qu'on voit, on avait du mouvement dans Taxi Driver, là on sent qu'on a de la vitesse. Et la différence entre le mouvement de Taxi Driver et la vitesse de À tombeau ouvert, c'est que dans le mouvement de Taxi Driver, il y avait extrêmement peu, d'ailleurs, de mouvement de caméra, si vous avez l'occasion de revoir le film, de mouvement de caméra en profondeur, hein, qui utilisait, on pourrait dire, à la fois le point de vue du personnage et le taxi dans la profondeur de la ville. Là, dans À tombeau ouvert, on n'a quasiment que énormément, en tout cas, de plans qui épousent le regard halluciné. Pour ceux qui n'ont pas vu le film, je rappelle que c'est l'histoire d'un personnage, hein, qui, évidemment, passe de ses nuits à tenter de sauver des vies, tout simplement. Le problème, parce que ça, pourquoi pas, le problème, c'est qu'il est hanté, lui, le personnage, par une jeune fille, une jeune junkie, une droguée, qu'un jour, il n'a pas pu sauver. Et au fur et à mesure que le film se développe, ce qui est assez fascinant d'ailleurs, c'est que la plupart des personnages appartenant au monde civil, tous les gens qui pourraient voir sur les trottoirs, comme on les voyait encore dans Taxi Driver, cette société malade, distordue, déformée, anamorphosée, fantasmée, tout ce qu'on veut, mais elle qui était encore là, peu à peu, cette société-là est remplacée par les visages de cette femme. Hein. Au début, elle apparaît de façon sporadique, une fois ou deux, et à la fin du film, Nicolas Cage ne voit plus, lorsqu'il regarde à l'extérieur de son ambulance, que le visage mort de cette fille. Alors j'aime beaucoup parce que, parce que c'est quelque chose qui raconte, à mon avis, deux éléments. Le premier, c'est que passant du mouvement à la vitesse, on pourrait dire, on est passé on a procédé à l'éradication du monde extérieur. Dans À tombeau ouvert, le monde extérieur est un monde qui est le monde de la mort, le monde des morts, le monde des fantômes. Hein, parce que lui-même, par moments, s'imagine, comme dans un film de Romero, pouvoir retirer tout simplement des fantômes du macadam, tous les gens qu'il n'a pas pu sauver. Là, il s'offre un dernier moment où il arrive, c'est évidemment une séquence de cauchemar. Bon. Autrement dit, là, le monde extérieur se résume à un monde de morts vivants. Et le contact du personnage principal avec ce monde-là est évidemment extrêmement douloureux. Et il y a non seulement, on pourrait dire, un rapport mortifère à ces sociétés-là, ce qui n'était pas encore le cas dans Taxi Driver, et surtout, on pourrait presque dire une sorte de formatage absolu de ce monde-là. La vitesse produit à la fois de l'hallucination, elle produit du délire, mais elle produit une disparition tout simplement du monde autour, de la société, par prolifération du même, on pourrait dire. C'est ça, on pourrait dire, le véritable cauchemar que filme À tombeau ouvert, si c'est que ce même est mort. Autrement dit, ce que raconte À tombeau ouvert, c'est que ça pourrait être la même chose que Taxi Driver d'ailleurs, si Travis Bickle avait choisi le métier d'ambulancier plutôt que le métier de taxi. Ce que raconte À tombeau ouvert, c'est la disparition, mais on pourrait dire c'est la mise à mort très littérale de la capacité de la société, du monde extérieur, du réel, de la réalité, si vous voulez, à entrer, à influer, à orienter la vie de ce personnage principal. L'homme est dans la vitesse. Et d'ailleurs, il y a quand même quelque chose qui est, me semble-t-il, visuellement assez remarquable dans cette vitesse-là, c'est que, vous voyez bien que dans Taxi Driver, on était encore dans la fragmentation, des plans assez coupants. Bon, schizophrénie, pour faire très court. Voilà. Dans À tombeau ouvert, on voit bien que c'est plus du tout le même montage qu'utilise Martin Scorsese. Donc ça ressemble, parce qu'on a le plan sur les gyrophares, le plan sur les phares, etc. Mais c'est pas du tout la même façon de le monter, ni la même façon de le montrer. Ce qu'à mon avis, ce que saisit la Martin Scorsese, on est en 99, et je pense que c'est quelque chose qui saisit dès les années 90-95, avec la fin de Casino, que je vous passerai si j'ai le temps, c'est qu'il sent, vous savez, c'est ce sociologue, philosophe, qui s'appelle Zygmunt Bauman, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, qui a écrit un essai assez connu qui s'appelle La vie liquide, et il met en scène, là, me semble-t-il, la liquidité de la modernité. C'est-à-dire que quand vous regardez À tombeau ouvert, autant Taxi Driver est un film qui est tendu vers l'explosion, qui aura lieu d'ailleurs, vers l'affrontement, avec son montage assez heurté, avec ses plans coupants, etc. Autant À tombeau ouvert est un film qui est totalement tendu vers l'informe, vers le magma. Évidemment, ce que met à ce moment-là Martin Scorsese en scène, c'est aussi la peur du personnage qui, ne sachant pas négocier avec le réel, le considère forcément sous
sous un jour mortifère. Hein. Être dans le monde, c'est mourir. Puisque tous les gens qui voient d'ailleurs dans ce monde-là sont tous des gens qui sont morts. Le rapport, à mon avis, la liquidité, on pourrait dire que la liquéfaction, même à l'image, hein, dans le jeu sur les reflets, etc., on a le sentiment presque que les lumières, les visages, il y a quelques séquences assez remarquables dans le film là-dessus, tout ça se mélange pour produire une sorte de magma informe qui n'est d'ailleurs guidé que par un seul principe, qui est celui de la vitesse pure. Et cette vitesse pure, elle arrivera évidemment dans Aviator quelques années plus tard. Je voudrais qu'on passe un extrait très rapide donc des Affranchis. Alors, est-ce qu'on pourrait enchaîner non, on n'aura pas le temps d'enchaîner. Donc on va passer uniquement l'extrait 3 et le 2, si on va quand même enchaîner. L'extrait 3 et l'extrait 2, s'il vous plaît. Donc ça, c'est les Affranchis. Donc, alors c'est drôle parce que vous voyez, j'ai donné des titres aux extraits. Le premier s'appelle Tous les mêmes et le deuxième s'appelle Les Nuls. Donc vous allez comprendre pourquoi. Donc Affranchis 1990. There was Jimmy and Tommy and me, and there was Anthony Stabile, Frankie Carbone, and then there was Mo Black's brother, Fat Andy, and his guys, Frankie the Wop, Freddie No Nose, and then there was Pete the Killer, who was Sally Balls' brother, and you had Nicky Eyes, and Mikey Francesi, and Jimmy Two Times, who got that nickname because he said everything twice, like... Voyant cet extrait, je pense à cette phrase évidemment de ces deux extraits, le premier et le deuxième, cette phrase de Jack Nicholson qui joue le rôle de Frank Costello dans Les Infiltrés, que vous avez peut-être vu en 2006, qui dit quelque chose qui pourrait servir presque de définition au personnage scorsésien. Je ne veux pas être le produit de mon environnement, je veux être le produit de moi-même. Donc ça, je pense qu'à la limite, cette phrase de Costello, en fait, pourrait servir, permet de comprendre. Les Affranchis, pour moi, est un film qui met exemplairement ça en scène. Pourquoi je vais passer ces deux extraits extrêmement rapidement? Le premier, c'est que si vous regardez les films de Martin Scorsese, et notamment lors des confessions, des voix off, des récits faits par les personnages principaux, il y a très souvent des moments comparables, ou en tout cas des dialogues comparables à celui qu'on vient d'entendre dans la bouche d'Henry Ray Liotta, qui dit grosso modo, avant qu'on arrive dans cette espèce de tablé, il dit, mais moi j'avais pas envie d'être un nulard, j'avais pas envie de prendre le métro, j'avais pas envie de bosser, etc. Évidemment, quand on a un peu de mémoire, on sait que, pour ceux qui s'en souviennent, la fin de Wall Street, on a le nulard qui arrive, on le revoit dans le métro, etc. Et il y a, au fur et à mesure, lorsqu'on voit comme ça les films de Scorsese, une forme de hantise, et ça c'est quelque chose finalement que j'ai compris sur le tard, qui est... Parce que c'est quoi avoir peur, en fait, de cette espèce d'entité, la société ou le monde, etc. En fait, je pense qu'en dernière instance, c'est chez Scorsese la peur de la normalité. Et la peur de la normalité, c'est, si on a une vision un tout petit peu critique, c'est la peur du blue collar. Il y a chez Scorsese, la plupart du temps, des personnages qui méprisent très fortement le fait simplement de travailler, d'appartenir au monde, d'avoir un métier. Par exemple, souvenez-vous Henry Hill, au début, lorsqu'il dit « je rêvais d'appartenir à cette famille d'en face ». Donc voilà, il va tout faire pour y rentrer, mais l'homme a déjà une famille. Pour ceux qui s'en souviennent, il n'est pas orphelin, il n'est pas seul, il a une famille. Et cette famille-là, c'est assez intéressant de voir le jour relativement négatif sous lequel le montre Martin Scorsese. C'est une famille de gens qui bossent, je ne sais plus ce que fait d'ailleurs le père. Peu importe, ils travaillent, c'est les gens qui travaillent. Il y a quelque chose chez Scorsese qu'on retrouvera comme une sorte de leitmotiv comme ça, où on se rend compte finalement que les gens ordinaires, ceux qui constituent la société, ce qu'on pourrait appeler le peuple de façon quand même un peu rapide, revient toujours, d'abord est énoncé comme une puissance presque répulsive, c'est repoussoir, les personnages ne veulent pas être comme tout le monde, c'est horrible, se lever le matin, d'avoir un boulot, de payer sa... Non, ça c'est horrible. Et comme évidemment le film procède à l'éradication de ces gens-là, on va le voir avec un extrait à la fois des Affranchis qu'on va préparer, qui est l'extrait numéro 4, et on terminera avec le de Wall Street,
comme le film procède à l'éradication, ce qui fait d'ailleurs qu'on peut dire par moments, mais au fond, mais où est la politique dans le cinéma de Scorsese? Et je pense précisément, ce qui est assez fascinant, c'est qu'il Martin Scorsese met en scène, et dans le cas de Loup de Wall Street en l'occurrence, met en scène un monde dans lequel la politique a muté. C'est-à-dire que la politique, c'est le vide, c'est le rien. Hein. La grande leçon de Matthew McConaughey au début du Loup de Wall Street, vous en souvenez peut-être, hein. J'ai malheureusement pas le temps de vous le passer, il vous dit comment on va faire pour faire gagner de l'argent, il faut rendre, etc. Non, on s'en moque. Ce qu'il faut, c'est créer de l'argent. Et comment est-ce qu'on fait? Eh ben, on crée virtuellement un espèce d'espace, cette fameuse bulle, on pourrait dire, les fameuses bulles financières. Le film, d'ailleurs, le Loup de Wall Street n'est pas du tout un film comme les films d'Oliver Stone, ou alors, je sais pas, je pense à Margin Call, ou des films comme ça, qui tentaient de décrire et de déconstruire les mécanismes à la fois de la bourse, de la crise, etc. Il s'en moque complètement, Martin Scorsese, de ça. Ce qui l'intéresse, parce qu'en fait, c'est quelque chose qu'il a anticipé avec d'autres, avec Michael Mann, dont j'ai pas eu le temps de parler, évidemment, quelques années auparavant, cette idée finalement que le vide, la vitesse, plus précisément, qui ne crée, Matthew McConaughey le dit, mais nous on ne crée rien, on ne fabrique rien, c'est pas notre but. Le but c'est de faire tourner le plus vite possible des capitaux. Et il ne faut jamais que ces capitaux redeviennent réels, retrouvent une densité, une forme de réalité. Leonardo DiCaprio lui dit, mais alors à certains moments, certains vont vouloir récupérer cet argent qu'ils ont virtuellement gagné. Et là, son premier mentor lui dit surtout pas. Il faut que cet argent-là, mais il faut comprendre, on pourrait presque dire, le destin des personnages de Scorsese, leur folie, il faut que cet argent-là reste virtuel. S'il retombe dans le réel, soit il est misérable, comme tous les pauvres chez Martin Scorsese, hein, les nuls, ceux qui prennent le métro, hein, ou alors il meurt. Mais sa puissance, elle est profondément virtuelle. C'est pour ça qu'il me semble qu'entre la première partie de la filmographie de Martin Scorsese, qui était encore une filmographie qui s'attaquait, on pourrait dire, à la matière, à une dimension organique, qui cherchait le contact de l'individu et du monde, il y avait encore du mouvement, une sorte d'interlocution, de conversation, de rapport, si vous voulez. À partir de la fin des années 80, c'est quelque chose, d'ailleurs je pense que la fin de Casino, pour ceux qui s'en souviennent, qui est le grand film sépulcral, hein, Martin Scorsese, on va dire, clôt à la fois une décennie, une période, et d'ailleurs Casino ne racontant, entre parenthèses, ne parlant que, évidemment, de la parenthèse enchantée qu'a été Nouvelle Hollywood. Si vous remplacez les casinos par les studios, De Niro par un petit génie qui est allé un petit peu trop loin et qui à la fin n'a que son savoir-faire pour faire des films, et puis les exécutifs qu'il aurait fallu savoir accueillir pour pas se faire bouffer de l'intérieur, vous avez un des plus beaux portraits, me semble-t-il, rétrospectivement, 15 ans après la fin de la décennie, de ce moment qu'on appelle le Nouvel Hollywood, qui est d'ailleurs un film qui a beaucoup de rapports avec... beaucoup de rapports. Des écarts aussi, mais j'y pensais parce que je pense que c'est deux films qui conversent et qui sont cousins, c'est Tucker de Francis Ford Coppola et Casino de Martin Scorsese. Donc, ce qu'on a vu dans ces films-là, avant qu'on passe... allez, on va passer la fin des Affranchis, qui est donc l'extrait numéro 10, s'il vous plaît. And that's the hardest part. Today everything is different. There's no action. I have to wait around like everyone else. Can't even get decent food. Right after I got here, I ordered some spaghetti with marinara sauce and I got egg noodles and ketchup. I'm an average nobody. Get to live the rest of my life like a schnook. Séquence formidable. J'aurais pu vous montrer une dizaine d'extraits qui disent exactement la même chose. Hein. À la fin du Loup de Wall Street, souvenez-vous, Jordan Belfort donc, est condamné, va partir en prison. Voilà, le monde se referme autour de lui dans cette salle de tribunal. Il rentre d'ailleurs dans un car, entre parenthèses. Petite incise, si vous avez, en rentrant tout à l'heure en métro, ça vous aura de quoi mouliner. Qui est le moment où Jordan Belfort rentre d'ailleurs dans ce car. On entend Mrs. Robinson de Simon Garfunkel. Pourquoi Jordan Belfort, à la fin de Wall Street, prend le car Simon Garfunkel? Évidemment le lauréat. Alors oui, quoi le lauréat? Le lauréat, à la fin, c'est quoi la fin du lauréat, souvenez-vous? Dustin Hoffman, Katharine Ross, lui il a arraché cette jeune femme à un mariage programmé, hein, et donc elle est en robe de mariée, lui en tenue normale, ils prennent un bus, ils s'assiedent, souvenez-vous, au fond du bus, et donc un moment de gaieté, de libération, etc., puis peu à peu une espèce de voile un peu sombre tombe sur leur tête, mais c'est quoi demain? Ça se trouve, ça va pas être si formidable que ça. Un moment génial, et c'est assez beau d'ailleurs. Donc, ce que je voulais juste vous dire, c'est c'est une
une invite que je vous lance, de réfléchir, tout simplement, à ce lien entre la fin du Loup de Wall Street, qui utilise Simon Garfunkel, et ce lien évident avec le lauréat, et le lauréat, le film de Mike Nichols. On va terminer avec Casino, qui est l'extrait numéro 5, et qui est pour moi le film qui a mis un terme au premier cycle, évidemment, de la filmographie de Martin Scorsese, et qui a ouvert cet autre cycle qui vient de se boucler récemment avec le Loup de Wall Street. Jusque-là, on s'est rendu compte de quoi, finalement? Que la communauté dont je vous ai parlé, elle était une communauté fermée, c'est ce que vous avez vu, ce que raconte au début Henry dans Les Affranchis, c'est le cas du casino de Tangier évidemment, communauté fermée dont on ne peut pas sortir, la sortie est illusoire, fin de Main Street par exemple, au cas où des personnages penseraient pouvoir quitter le petit monde, ça s'appelle Little Casino, il y a toujours quelqu'un qui va les ramener au principe de la communauté, là en l'occurrence c'est Martin Scorsese à la fin de Main Street qui tue, souvenez-vous, en personne, qui dit non, on ne sort pas de la communauté, on est dans un film à moi. On n'en sort pas. Et en même temps, on a cette espèce de retour, on pourrait dire cette espèce de retour du peuple, qui est, on pourrait dire, le grand refoulé du cinéma de Scorsese. Parce que quand on est pris entre cette espèce de communauté asphyxiante qui s'autodétruit parce qu'elle ne sait pas s'ouvrir à l'autre, elle n'a pas appris la leçon fordienne. Et puis de l'autre, une espèce d'abstraction pure de la vitesse qui produit de la pathologie, de l'agoraphobie. Évidemment, Howard Hughes étant la version pathologique de la vitesse pure. Pathologique de la vitesse pure, il ne supporte même plus le contact. Vous imaginez bien aller dans le monde. L'agoraphobie est presque un principe, de comportemental à l'égard du monde. Et d'ailleurs, il y a deux choses que je voulais quand même, quand on est entre ces deux modes-là, le refoulé finalement, cette société, ce monde finalement que fuit le cinéma de Scorsese, c'est la normalité, c'est le plouc de la fin de la franchise. Le pire, en fait, c'est pas de mourir dans un trou dans le désert, c'est pas d'exploser en vol, c'est pas de redevenir un petit bookmaker comme à la fin de Casino. Le pire, c'est d'être comme ce type, avec son petit journal, son petite bouteille de lait, son petit peignoir en mousse, etc. Ça, c'est l'horreur absolue chez Martin Scorsese. Alors, psychanalytiquement, il y a peut-être des choses à réfléchir, mais c'est quelque chose qui me semble intéressant. Dernière chose que je voulais vous dire avant qu'on passe extrait de Casino, c'est que avec ces personnages épris de vitesse, ce qui est assez fascinant, c'est qu'on se rend compte que les moments, on pourrait dire douloureux, si vous avez en tête Aviator et le Loup de Wall Street, les moments les plus compliqués pour eux, puisque ce sont des gens qui se sont mis à l'intérieur d'une bulle virtuelle, qui à certains moments éclate un petit peu, les moments les plus douloureux sont symptomatiquement toujours des moments où il s'agit de franchir une distance, d'aller d'un point A à un point B. Le Loup de Wall Street est un film qui nous raconte évidemment la vitesse pure, où on peut faire 15-20 choses en même temps, totalement virtuel, où les distances ont disparu, alors, ce qui n'était pas le cas du tout des films de Scorsese dans les années 70. Depuis, en gros, à tambour ouvert, cette question de la distance ne fait plus sens, puisqu'on peut, comme d'ailleurs le montre très bien une séquence dans Aviator, on peut être à la fois en vol, faire le tour du monde en 3 jours, et au même moment donner un coup de téléphone qui permet d'acheter une compagnie aérienne. Ce que ne comprend pas le président d'une autre compagnie aérienne, puisque c'était cette ubiquité qui produit évidemment la vitesse absolue, produit aussi l'immobilité absolue. C'est pour ça que le personnage de Howard Hughes, entre être seul dans une chambre face à un écran de cinéma ou faire le tour du monde à je ne sais pas combien de centaines de milliers de kilomètres heure dans sa carlingue, c'est la même chose. Le développement moderne de la technologie, l'ubiquité produit l'immobilité. Si je suis pu être partout à n'importe quel moment, c'est que je suis immobile nulle part. Et le fait que le film joue à la fois, on pourrait dire, la claustration absolue et en même temps la vitesse absolue, il ne faut pas prendre ces deux entités-là comme des choses totalement opposées, ce sont au contraire, on dirait aujourd'hui des alliés objectifs, non, ce sont l'un et le même visage de l'autre. En fait, ce sont deux modalités on pourrait dire de l'immobilité, de l'arrêt, que met en scène le cinéma de Scorsese. Et donc vous vous rendez compte que dans ce monde totalement virtuel, et le Loup de Wall Street est un film assez formidable là-dessus, de ce point de vue-là, c'est qu'à chaque fois que les personnages finalement sont en difficulté, c'est systématiquement lorsqu'il s'agit d'accomplir la chose la plus bête du monde, autrement dit se déplacer d'un point à un point B. Non pas se déplacer par des tubes, par des ordres téléphoniques, par la bourse, etc., se déplacer physiquement. Et les moments de douleur ou de mise en crise, j'aime assez cette idée que dans le Loup de Wall Street par exemple, les grands moments de crise du personnage ne sont pas des moments finalement de chute de la bourse, c'est pas des moments de virtualité, ce sont à chaque fois des moments où il doit aller à un point B et là il y a un problème. Une première fois, souvenez-vous, il a pris trop de drogue
Hein, et donc l'espace s'anamorphose, on se croirait dans un espèce de film slow burn, un moment slow burn à la Black Edwards, et là, il va totalement anamorphoser, délirer la réalité avec laquelle il a tellement plus prise qu'il ne sait même au fond même plus la voir. Le Qualoud qu'il avale dans le Wall Street étant juste une métaphore de son rapport impossible désormais au réel. Il pense qu'il y a 4 marches, il y en a 20. Il pense que c'est loin et c'est proche. Il pense que sa voiture est indemne, elle est totalement fracassée. Donc le premier moment de crise de cette espèce de personnage abstrait, dans la vitesse pure, hein, j'avais beaucoup de choses que je voulais vous... Virilio, plus ça va vite, plus la catastrophe est importante. La vitesse physique de déplacement vous fige. On se retrouve inerte, délatéralisé. Se produit un phénomène d'hypnopie. Plus on va vite, plus le regard doit se projeter loin et on perd en latéralisation. Autrement dit, vous êtes fasciné. Je pense que c'est exactement ça que mettent en scène les films de Martin Scorsese. Hein, c'est cette fascination qui ne peut se faire qu'au prix d'une éradication à la fois de l'autre, de la communauté, du monde alentour et de ce peuple qui par moment à la fin vient toujours remontrer son petit bout de nez. Il a toujours l'air un petit peu évidemment misérable, hein, parce que c'est quelque chose qui sans doute fait horreur au personnage de Martin Scorsese. Et donc cette espèce d'effort physique dans le Wall Street, je termine, il y a d'un côté la séquence, on pourrait dire, par anamorphose, je ne peux plus voir le monde réel, donc aller de la porte d'entrée d'un club à ma voiture, c'est devenu une espèce de tâche absolument herculéenne, et l'autre face, c'est le moment où il doit prendre son yacht, vous vous souvenez, pour aller en Suisse, avec ce banquier joué par le très mauvais Jean Dujardin, qui doit à ce moment-là, tout simplement, gagner du temps pour pouvoir blanchir de l'argent sale. Et là, la même chose se produit, alors que lui, qui n'est que dans l'ubiquité pure, dans la technologie, dans le coup de fil, dans la virtualité du mouvement de la réalité des opérations bancaires, hein, le monde d'aujourd'hui, si vous voulez, d'un seul coup, il doit prendre un bateau et il est contraint face à une réalité qui résiste, qui existe, matérielle, concrète, hein, des vagues, une tempête, etc. Et cette espèce de, finalement, les deux moments où il doit, comme un quidam, on pourrait dire, à l'époque du réel, je ne veux pas être trop baudrillardien, mais quand même, à l'époque du réel, comme un quidam qui doit faire 2-3 pas, pouvait le faire sans aucun problème. À l'époque du virtuel, cela devient un effort absolument monstrueux, si vous voulez, et colossal. On va terminer avec donc la fin de Casino, parce qu'il faut quand même toujours terminer avec la fin de Casino quand on parle de Scorsese, parce que pour moi c'est la plus belle des conclusions. Donc c'est l'extrait numéro 5, s'il vous plaît. Sure are lucky, mister. After the Tangiers, the big corporations took it all over. Today it looks like Disneyland. And while the kids play cardboard pirates, Mommy and Daddy drop the house payments and Junior's college money on the poker slots. In the old days, dealers knew your name, what you drank, what you played. Today, it's like checking into an airport. And if you order room service, you're lucky if you get it by Thursday. Écoutez, deux petites choses pour finir. Vous l'avez compris, hein. D'ailleurs, je vous propose de revoir Casino à l'aune même de Scorsese et même de l'histoire, là pour le coup, du cinéma américain de ces 30 dernières années. Je pense que le film prend, à mon avis, une ampleur différente. J'aurais voulu vous parler d'un philosophe qui s'appelle Hartmut Rosa, qui a beaucoup travaillé sur la question de l'accélération et de l'aliénation, qui a écrit des livres formidables, et qui écrivait « Le capitalisme ne peut pas faire ni une pause, ni se reposer. Il ne peut pas arrêter la course et assurer sa position, puisqu'il est condamné à monter ou à descendre. Il n'y a pas de point d'équilibre, car rester immobile est équivalent à retomber en arrière. » Alors, voilà. Pour conclure, je dirais qu'entre la communauté repliée et l'abstraction de l'homme vitesse pure, dans les deux cas, ce sont deux modalités de disparition et d'effacement du monde. Paradoxalement, ce qui a peut-être été une faiblesse, me semble-t-il, dans les années 70 et 80 pour Martin Scorsese, son rapport à la politique, son rapport critique à la politique, au conservatisme religieux, devient peut-être, et peut-être à son corps défendant finalement, un reflet possible du postmodernisme et du capitalisme d'aujourd'hui. Voilà, je vous remercie.